Chapitre 14. Salem, 4. 1. De l'almanach du vieux fermier. Dimanche 5 octobre 1975. Coucher du soleil, 19h02. Lundi 6 octobre 1975. Lever du soleil, 6h49. En ce 13e jour après l'équinoxe d'automne, Jerusalem Slot sera donc dans l'obscurité pendant 11h47. Nouvelle lune. Proverbe du jour, à soleil tôt couché, moisson presque faite. De la station météorologique de Portland, température relevée pendant la période d'obscurité. La plus haute, 15 degrés Celsius à 7h05. La plus basse, 8 degrés Celsius à 16h06. Nuages en petit nombre. Précipitations nulles. Vent de nord-ouest 3 à 6 km/h. Du rapport journalier de la police du comté de Cumberland. Rien à signaler. 2. Il n'y eut personne pour déclarer la ville morte en ce matin du 6 octobre. Personne ne savait qu'elle l'était. Elle conservait, comme les cadavres de ses habitants, toute l'apparence de la vie. Rooty Crockett, qui, se sentant malade, était resté pelotonné au fond de son lit pendant tout le week-end, n'était plus là le lundi matin. Personne ne remarqua sa disparition. Sa mère gisait dans la cave, le corps recouvert d'une bâche, derrière ses étagères de conserve. Et Larry Crockett, qui s'était réveillé très tard, supposa que sa fille était en classe. Il décida de ne pas aller à l'agence ce jour-là, et il se sentait épuisé, la tête vide et les jambes flageolantes. La grippe, probablement. La lumière lui faisait mal aux yeux. Il se leva et baissa le store en poussant un cri de douleur quand un rayon lui toucha le bras. Un jour, il faudrait qu'il remplace cette fenêtre, quand il se sentirait mieux. Il ne fallait pas plaisanter avec les vitres de fenêtres défectueuses. Un soir, en rentrant de promenade après une belle journée ensoleillée, vous trouvez votre maison en flammes, et ces salauds des assurances, dans leur bureau, vous parleront d'un cas de combustion spontanée et ne voudront rien rembourser. Mais ça pouvait attendre quand il irait mieux. Il songea à se faire du café, mais à cette simple idée son estomac se révulsa. L'absence de sa femme l'étonnait un peu, mais il ne s'appesantit pas sur la question. Il se recoucha, passa le doigt sur la drôle de petite coupure qu'il s'était faite juste sous le menton en se rasant, remonta son drap jusqu'aux yeux et sombra à nouveau dans le sommeil. Pendant ce temps, sa fille dormait aux côtés de Dud Rogers au plus profond d'un congélateur abandonné. Et dans les ténèbres de sa nouvelle existence, au milieu des ordures de la décharge, elle trouvait les avances de son compagnon fort acceptables. Loretta Starcher, la bibliothécaire de la ville, avait disparu aussi. Mais qui se soucie de la disparition d'une vieille fille? Elle reposait au dernier étage de la bibliothèque municipale, l'étage obscur, poussiéreux, toujours fermé à clé. Elle était la seule à en avoir la clé et la portait au cou accrochée à une chaîne, où ne pénétraient que ceux qui avaient su la convaincre de leur valeur intellectuelle et surtout morale, au point de mériter cette faveur insigne. Exemplaire unique, reliure intacte, elle avait rejoint maintenant ses précieux livres. Aucun homme jamais ne l'avait touchée. Aucun homme ne la toucherait jamais. La disparition de Virgil Rathbun passa également inaperçue. Franklin Bodine se réveilla à 9h du matin dans leur cabane, remarqua vaguement que la paillasse de Virgil était vide, n'en pensa rien du tout et sortit de sa couche pour voir s'il restait une bière quelque part. Mais il retomba sur son arrière-train, les jambes en coton, pris de vertige. « Nom de Dieu !» pensa-t-il avant de replonger dans les bras de Morphée. « Qu'est-ce qu'on a bu la nuit dernière? Du pétrole ?» Sous la cahute, sous un lit de feuilles mortes de 20 saisons accumulées, au milieu des boîtes de bière rouillées qu'on avait jetées entre les lattes disjointes du plancher de la pièce principale, Virgil attendait la nuit. Dans les brumes obscures de son cerveau, il rêvait peut-être d'un breuvage plus sauvage encore que le meilleur whisky, plus capiteux qu'un grand cru. Eva Miller fut surprise de ne pas voir Weasel Craig au petit déjeuner, mais elle n'eut pas le loisir de se poser beaucoup de questions. L'atmosphère était toujours fiévreuse le lundi matin. Il s'agissait de repartir pour une nouvelle semaine de travail, et on se bousculait autour du fourneau.
Après quoi, il fallait remettre tout en ordre et laver la vaisselle de ces deux pestes de Grover Verrill et de Mickey Sylvester, qui s'obstinaient à ne pas voir la petite pancarte « N'oubliez pas de laver vos assiettes, s'il vous plaît », clouée au-dessus de l'évier. Mais quand à la frénésie du petit matin succéda le rythme tranquille des tâches quotidiennes, elle prit de nouveau conscience de l'absence de Weasel. C'était lui qui, tous les lundis, allait porter les ordures au coin de Railroad Street afin que Royal Snow les embarque dans son vieux camion brinque-ballant. Les grands sacs en plastique vert s'alignaient sur les marches de la cuisine et Weasel n'était pas là pour les enlever. Elle alla jusqu'à sa chambre et frappa doucement à la porte. « Ed ?» Pas de réponse. Un autre jour, elle se serait dit qu'il cuvait encore une cuite et aurait porté les sacs elle-même, en grommelant un peu. Mais ce matin-là, elle sentit monter en elle une espèce d'angoisse, tourna le bouton de la porte et avança la tête. « Ed ?» dit-elle d'une voix sourde. La pièce était vide, la fenêtre ouverte, et les rideaux étaient agités par la brise. Le lit était en désordre, elle se mit à le faire machinalement, et soudain sa pantoufle droite buta dans quelque chose. Elle se baissa et vit le miroir monté sur écaille de Weasel, brisé. Elle le ramassa et le tourna entre ses doigts, les sourcils froncés. C'était un miroir qu'il tenait de sa mère. Il avait refusé une fois de le vendre à un antiquaire qui lui en offrait $10. Et pourtant, il buvait déjà à ce moment-là. Elle alla chercher la pelle à poussière dans le placard du couloir et balaya lentement et pensivement les morceaux de verre. Elle savait que Weasel n'était pas ivre quand il l'avait quitté pour aller dans sa chambre, la veille au soir, et qu'après 9 heures il ne pouvait trouver de bière nulle part, à moins d'aller en stop jusque chez Dale ou à Cumberland. Elle vida la pelle dans la corbeille à papier, puis inspecta le contenu de la corbeille. Pas de bouteille vide. Le contraire l'eût étonné. Weasel ne buvait pas en cachette, ce n'était pas son genre. Bon, il va bien finir par se montrer. C'est pourtant le cœur lourd qu'elle descendit l'escalier, sans vouloir s'avouer que, si elle se sentait à ce point préoccupée, c'est qu'elle avait beaucoup plus que de l'amitié pour Weasel. « Madame ?» Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas était dans sa cuisine et lui parlait. Elle se secoua pour chasser ses pensées et regarda l'étranger. C'était un petit garçon, soigneusement vêtu d'un pantalon en velours côtelé et d'un t-shirt bleu impeccablement propre. D'où sort-il, ce petit ? Sa figure lui disait quelque chose, mais elle ne parvenait pas à le situer. Il appartenait probablement à une de ces familles qui venaient de s'installer sur Jointner Avenue. « Est-ce que M. Ben Mears habite bien ici ?» Eva fut sur le point de lui demander pourquoi il n'était pas à l'école, mais n'en fit rien. L'enfant avait une expression impressionnante de gravité, et des cernes bleues entouraient ses yeux. « Monsieur Mears dort. Est-ce que je peux attendre ?» La veille, Homer McCaslin, en sortant de la maison funéraire de Maury Green, s'était rendu directement chez les Norton. Il était 11 heures du soir lorsqu'il avait frappé à leur porte. Madame Norton était en larmes. Quant à Bill Norton, il s'efforçait de garder son calme, mais ses traits étaient tirés et il fumait cigarette sur cigarette. McCaslin avait accepté de diffuser le signalement de Suzanne. Oui, il les appellerait s'il apprenait quelque chose. Oui, il téléphonerait à tous les hôpitaux de la région, comme c'est la règle dans ces cas-là. Il ne leur dit pas qu'on téléphonerait aussi à la morgue. Il pensait à part lui que la petite avait très bien pu partir sur un coup de tête. La mère reconnaissait elle-même qu'elle s'était disputée et que sa fille avait parlé d'aller habiter ailleurs. Par acquis de conscience, il avait fait néanmoins une ronde sur les petites routes qui entouraient la ville, tout en prêtant l'oreille au grésillement de sa radio de bord. À minuit passé, alors qu'il remontait Brooks Road, la torche électrique avec laquelle il balayait le bas-côté de la route éclaira quelque chose de métallique. Une voiture garée dans les bois. Il s'était arrêté, avait fait marche arrière et était sorti de sa voiture. L'auto qu'il avait repérée était garée sur un chemin désaffecté. C'était une Vega beige 1973. McCaslin avait extirpé de la poche arrière de son pantalon son gros carnet et avait dirigé le rayon de sa lampe sur la plaque de la voiture. C'était bien le numéro que Mme Norton lui avait indiqué. Les choses étaient peut-être plus sérieuses qu'il ne l'avait cru. Il avait posé la main sur le capot. Il était froid. La voiture devait être là depuis un certain temps. « Bonjour, shérif !» Une voix légère, aérienne comme un tintement de clochette. Pourquoi diable avait-il mis la main sur la crosse de son pistolet?
Il s'était retourné et avait aperçu la fille des Norton. Elle était incroyablement belle et donnait la main à un homme jeune et vigoureux qu'il ne connaissait pas et dont les cheveux noirs étaient coiffés en arrière à la mode des années 30. McCaslin avait dirigé le rayon de sa lampe sur le visage de l'inconnu et avait une impression très étrange que le faisceau lumineux passait à travers lui sans l'éclairer. Les deux jeunes gens s'étaient approchés. Leurs pas ne laissaient aucune trace sur la terre meuble. La peur l'avait saisi, son corps s'était tendu, sa main avait serré le revolver et puis l'avait relâché. McCaslin avait éteint sa lampe et avait attendu passivement. « Bonjour, shérif », répéta-t-elle. Sa voix avait pris une intonation sourde et caressante. « Comme c'est gentil à vous d'être venu », avait ajouté son compagnon. Et il s'était jeté sur lui. La voiture de police était dissimulée maintenant sous les fougères et les genévriers. McCaslin était pelotonné dans la malle arrière, et les appels radio, résonnant à intervalles réguliers, n'étaient plus reçus par personne. Un peu plus tard, la même nuit, avant l'aube, Suzanne avait rendu une courte visite à sa mère, mais sans lui faire grand mal. Elle était déjà repue comme une sangsue s'étant rassasiée sur un baigneur endormi. Mais, puisque Anne Norton l'avait invitée à entrer, elle aurait tout loisir de retourner chez elle quand elle le voudrait, car elle allait avoir faim ce soir, et tous les autres soirs. Charles Griffin avait réveillé sa femme un peu avant 5 heures, ce même lundi matin, son long visage anguleux creusé de colère. Dehors, les vaches meuglaient, les pies distendues par le lait. Il résuma en quelques mots la situation. « Ces maudits gosses se sont sauvés !» Mais non. Danny Glick était venu trouver Jack Griffin et avait bu à son cou. Puis, Jack s'était rendu dans la chambre de son grand frère Hal et avait mis fin à ses tourments. Plus d'école, plus de leçons à apprendre, plus de père inflexible pour l'empêcher de vivre sa vie. Les deux garçons gisaient à présent au cœur d'une grande meule de foin, dans la pâture du Nord, de la paille plein les cheveux et des grains de pollen dansant mollement dans leurs narines immobiles. De temps en temps, une souris leur montait sur le visage. Enfin, le jour se leva et le mâle se remit en sommeil. On allait avoir une belle journée d'automne, fraîche et lumineuse. La ville, ignorante de sa propre mort, reprendrait ses activités sans se douter des basses œuvres de la nuit. Selon l'almanach du vieux fermier, le soleil se coucherait à 7 heures juste. Les jours allaient devenir de plus en plus courts. Bientôt, ce serait Halloween. Et puis viendrait l'hiver. 3. Quand Ben descendit de sa chambre, à 9h moins le quart, Eva Miller lui dit en continuant à laver ses assiettes « Il y a quelqu'un qui vous attend dehors. »« Ah » fit Ben. Et il se dirigea vers la porte de la cuisine donnant sur l'extérieur. Il s'attendait à voir Suzanne ou le shérif McCaslin, mais son visiteur était un petit garçon à l'allure d'enfant sage. Il était assis sur les marches du perron et regardait la ville qui, comme chaque matin à cette heure-là, commençait à s'animer. « Salut » dit Ben. L'enfant tourna vivement la tête. Ils échangèrent un bref regard, mais cela suffit à Ben pour avoir l'impression qu'il était passé de l'autre côté du miroir, une fois de plus, et que l'espace et le temps n'étaient plus les mêmes. Cet enfant lui rappelait étrangement le petit garçon qu'il avait été, mais il y avait plus que cela. Il avait le cœur serré, comme si leur rencontre avait été prévue de longue date par quelque puissance mystérieuse, tout comme le jour où il avait fait la connaissance de Suzanne dans le parc, et où, malgré le naturel de leur conversation, il avait eu le sentiment pénible qu'ils étaient tous les deux le jouet de forces inconnues. L'enfant dut sentir un peu la même chose. Ses prunelles se dilatèrent et il s'appuya d'une main à la balustrade. « Tu es Ben Mears » déclara-t-il comme s'il posait une évidence. « Oui, tu me bats d'une longueur. Moi, je ne sais pas qui tu es. »« Je m'appelle Marc Petrie » se présenta l'enfant. « J'ai de mauvaises nouvelles pour toi. »« Je le savais » pensa Ben lugubrement. Il se prépara à soutenir le choc, mais la nouvelle était si imprévisible qu'il en fut assommé. « Suzanne Norton est devenue l'un d'entre eux » dit l'enfant. « Barlow a pris possession d'elle dans la cave de Marston House. Mais j'ai tué Straker. Enfin, je crois que je l'ai tué. »
Ben essaya de parler, mais n'y parvint pas. Il avait la gorge bloquée. L'enfant hocha la tête avec compréhension et enchaîna tout naturellement. « On pourrait faire un tour dans ta voiture pour discuter. Je ne tiens pas à ce qu'on me voie par ici. J'ai séché l'école et je viens déjà d'avoir quelques petits problèmes avec mes parents. » Ben avait dit quelque chose, il ne savait plus quoi. Après l'accident de moto où avait péri Miranda, il s'était relevé, secoué mais indemne, à part une petite égratignure sur le dos de la main gauche. C'était ça, sa part de souffrance? Et le chauffeur du camion avait marché vers lui, précédé de 2 ombres, l'une due au réverbère, l'autre au phare. C'était un grand type, le crâne dégarni. Il y avait un stylo accroché à la poche de sa chemise blanche. On pouvait lire dessus en lettres dorées « Mobile Sta ». Le reste était caché par le tissu, mais Ben avait deviné que le reste était « Sion ». Élémentaire, mon cher Watson, élémentaire. Le chauffeur avait dit quelque chose à Ben, il ne se souvenait plus quoi, puis le type lui avait pris doucement le bras pour tenter de l'emmener à l'écart. Ben avait vu l'une des chaussures à talons plats de Miranda à côté des grosses roues arrière du camion de déménagement. Il avait repoussé la main du chauffeur et avait commencé à s'approcher. Le type l'avait rattrapé et avait dit « À ta place, fiston, je ne ferai pas ça. » Et Ben avait regardé cet homme stupidement. Lui qui était indemne à part cette toute petite égratignure à la main gauche. Il voulait lui dire que tout ça n'était pas arrivé, que ces 5 dernières minutes n'étaient pas réelles, que dans un monde parallèle, lui et Miranda avaient pris à gauche au dernier carrefour et qu'ils roulaient en ce moment vers un autre avenir. Une foule s'était massée, sortant d'une boutique de vin et spiritueux au coin de la rue et la petite sandwicherie en face. C'est alors qu'il avait senti se déclencher en lui le même processus complexe, terrible, que celui qu'il éprouvait en ce moment face à Marc. L'échange irrépressible d'informations entre le corps et l'esprit, l'interaction abominable qui marque les prémices de l'acceptation. Il n'existait pas pour un être humain de réajustement plus brutal entre le physique et le mental, sinon au sortir d'un viol. L'estomac alors se soulève, les lèvres s'engourdissent. Une pellicule d'écume se forme à la commissure des lèvres. Les oreilles se mettent à bourdonner. Les bourses se contractent et se ratatinent, l'esprit se révulse, se cache les yeux, comme si une lumière trop vive le frappait. Ben avait repoussé une seconde fois la main bienveillante du chauffeur et avait marché vers la chaussure. Il l'avait ramassée, il l'avait retournée, glissé sa main à l'intérieur, la semelle était encore chaude. La chaussure dans sa paume, il avait fait encore 2 pas, et il avait vu les jambes de Miranda sous la roue avant du camion, enveloppée dans le Wranglers jaune qu'elle avait enfilé à la maison en riant. Comment croire que la fille qui avait passé ce pantalon avec tant d'insouciance était morte? Et pourtant, la vérité était là, dans son ventre, dans sa bouche, dans ses testicules. Ben avait poussé un gémissement. Et c'est à ce moment qu'un photographe de la presse à scandale avait pris ce cliché pour le journal de Mabel. Une chaussure à un pied, l'autre nu. Les gens qui regardent ce pied nu, comme si c'était la première fois qu'ils en voyaient un. Ben avait reculé, s'était penché, et... « Je crois que je vais dégueuler, » dit Ben. « Vas-y, » répondit Marc. Ben passa derrière sa Citroën et se plia en 2 en se tenant à la portière. Il ferma les yeux. Tout devint noir, et le visage de Suzanne lui apparut, avec son sourire charmant, et cette façon irrésistible qu'elle avait de le regarder. Il ouvrit les yeux. Peut-être que ce gosse mentait ou fabulait, peut-être qu'il était complètement paumé, mais il ne trouva pas grand réconfort dans cette idée. Ça ne collait pas avec le gosse. Il se retourna, le regarda bien en face, et ne lut sur son visage que de l'inquiétude et de la sympathie. « Viens, » dit-il. L'enfant monta dans la voiture et Ben démarra. Eva Miller, les sourcils froncés, les regarda partir de la fenêtre de sa cuisine. Il se passait quelque chose de grave, elle le sentait dans toutes ses fibres, comme elle l'avait senti le jour où son mari était mort. Elle se leva pour aller donner un coup de fil à Loretta Starcher. Le téléphone sonna, personne ne répondit. Elle attendit longtemps, puis raccrocha. Où Loretta pouvait-elle bien être? Certainement pas à la bibliothèque, qui était fermée le lundi. Elle s'assit de nouveau et regarda pensivement le téléphone.
Elle sentait la catastrophe imminente. Une catastrophe qui aurait peut-être la gravité du grand feu de 1951. Elle se décida enfin à appeler Mabel Wertz, qui, bien sûr, était au fait des dernières nouvelles et impatiente d'en connaître d'autres. La ville n'avait pas connu un pareil week-end depuis longtemps. 4. Ben menait sa voiture au hasard des routes, tandis que Mark racontait son histoire. Il la raconta bien, en partant de la nuit où Danny Glick était venu gratter à sa fenêtre et en terminant avec la visite qu'il avait reçue le matin même. « Tu es sûr que c'était Suzanne ?» Mark fit oui de la tête. Ben s'engagea dans un brusque demi-tour et remonta Jointner Avenue à 80 à l'heure. « Où vas-tu? À Non, pas là. Pas encore. » 5. « Attends, arrête-toi !» Ben se gara, et l'homme et l'enfant sautèrent de la voiture d'un seul mouvement. Ils roulaient jusqu'à présent sur Brooks Road, au pied de la colline de Marston House, là où Homer McCaslin avait repéré la Vega de Suzanne dans les bois. Tous les deux avaient vu le scintillement du métal entre la végétation. Ils remontèrent le chemin, en marchant l'un à côté de l'autre sans se parler. C'était une sente depuis longtemps désaffectée, creusée d'ornières anciennes et envahie par les herbes hautes. Un oiseau pépiait au-dessus d'eux. Ils arrivèrent bientôt près de la voiture. Ben ralentit sa marche, puis s'arrêta. Il se sentait inondé d'une sueur froide, et ses nausées l'avaient repris. « Va voir, toi. » Mark alla jusqu'à la voiture et pencha la tête par la vitre ouverte du côté du volant. « Les clés sont dessus, » dit-il en se retournant. Ben s'avança à son tour. Son pied buta dans quelque chose. Il se baissa et vit un revolver de calibre 38 traînant dans la poussière. Il le ramassa et l'observa attentivement. C'était un revolver de la police, à n'en pas douter. « Il est à qui, d'après toi ?» demanda Mark en s'approchant. Il avait les clés de Suzanne à la main. « Je ne sais pas. » Il vérifia que le cran de sécurité était mis et glissa l'arme dans sa poche. Mark lui tendit le trousseau. Il le prit et marcha dans un état second jusqu'à la Vega. Ses mains tremblaient, et il dut s'y reprendre à 2 fois avant de réussir à engager la clé dans la serrure du coffre. Enfin, il y parvint, tourna la clé et souleva l'abattant en s'efforçant de ne penser à rien. Ils regardèrent ensemble à l'intérieur. Il n'y avait qu'une roue de secours et un cric. Ben poussa un long soupir. « Et maintenant ?» demanda Mark. Ben resta silencieux. Ce ne fut que quand il se sentit à nouveau maître de sa voix qu'il répondit « On va aller voir Matt Burke, un de mes amis qui est à l'hôpital. Il fait des recherches sur les vampires. » L'enfant lui lança un regard insistant. « Tu me crois, dis ?»« Oui, » le rassura Ben. Le mot était parti, très vite, balayant du même coup tous les doutes qu'il pouvait encore avoir. « Oui, je te crois. Monsieur Burke est prof au lycée, n'est-ce pas? Il est au courant de ce qui se passe? » « Oui, et son docteur aussi. »« Le docteur Cody? » »« Oui. » Ils n'avaient pas détaché leur regard de la voiture. On aurait dit qu'ils venaient de découvrir le dernier spécimen d'une race maudite dans ces bois ensoleillés, à l'ouest de la ville. Le coffre était ouvert devant eux comme une gueule béante. Ben le referma d'un coup sec, et le bruit sourd de la serrure qui s'enclenchait retentit dans son cœur. « Et quand on l'aura vu, dit-il, on montera à Marston House, et on réglera son compte à l'enfant de salaud qui a fait tout ça. » Mark, immobile, le regardait. « Ce ne sera peut-être pas aussi simple que tu le penses. Elle sera là-haut, elle aussi. Elle lui appartient maintenant. Je le ferai se repentir d'être venu à Salem, » déclara Ben d'une voix déterminée. « Allez, viens. » « 6. Ils arrivèrent à l'hôpital à 9h30. Jimmy Cody était dans la chambre de Matt. Il regarda d'abord Ben, sans sourire, puis jeta un coup d'œil intrigué sur Mark Petrie. « J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Ben. Sue Norton a disparu. »« C'est un vampire maintenant, » dit Ben d'une voix sourde. Matt laissa échapper un grognement. « Tu en es sûr ?» demanda Jimmy d'une voix brève. Ben désigna Mark Petrie et fit les présentations.
Mark a reçu une petite visite de Danny Glick samedi soir. Il va vous raconter le reste. Mark raconta son histoire du début à la fin, comme il l'avait fait avec Ben. Quand il eut terminé, Matt fut le premier à parler. « Ben, je ne sais comment vous dire à quel point tout ça m'atterre. »« Ben, tu veux que je te donne quelque chose pour t'aider à tenir le coup ?» proposa Jimmy. « Ce n'est pas d'un médicament dont j'ai besoin, Jimmy. Tout ce que je veux, c'est aller là-haut sans perdre une minute, trouver ce Barlow et lui régler son compte, aujourd'hui même, avant que la nuit tombe. Je suis prêt, j'ai annulé tous mes rendez-vous et j'ai téléphoné au bureau du shérif McCastin. Il a disparu lui aussi. On tient peut-être alors l'explication de ça, dit Ben en sortant le revolver de sa poche et en le déposant sur la table de nuit de Matt. Un pareil objet dans une chambre d'hôpital faisait un effet très étrange. « Où est-ce que tu l'as trouvé ?» s'enquit Jimmy. « Par terre, près de la voiture de Suzanne. »« Ah bon? Alors je vois bien le processus. McCastin est allé voir les Norton peu après nous avoir quittés. Ils lui ont dit que Suzanne était partie avec sa Vega et ils lui en ont donné le numéro. Il est allé à sa recherche sur les petites routes et... » Le silence tomba. Personne n'avait envie de le rompre. « La boutique de Foreman est toujours fermée, » reprit enfin Jimmy. « Et les vieux de chez Milt Crossan n'arrêtent pas de rouspéter à propos de Dud Rogers. On ne l'a pas vu à la décharge depuis une semaine. » Ils se regardèrent tous d'un air lugubre. « J'ai vu le père Callahan hier soir, » déclara Matt. « Il est d'accord pour vous accompagner pourvu que vous, et quand je dis vous, je parle de Mark aussi, bien sûr, vous arrêtiez d'abord au magasin de meubles pour parler à Straker. »« Je ne pense pas qu'il soit en état de parler à qui que ce soit aujourd'hui, » assura Mark d'une voix douce. « Qu'est-ce que vous avez appris qui puisse nous être utile en ce qui les concerne ?» demanda Jimmy à Matt. « Eh bien, je crois que je suis arrivé à reconstituer une partie du puzzle. Straker est l'âme damnée de Barlow, une sorte de garde du corps, son fidèle chien de garde version humaine. Il fallait qu'il le précédât en ces lieux, car il y avait certains rites à accomplir pour se concilier la faveur du maître suprême des ténèbres. Car Barlow a lui aussi un maître, voyez-vous. » Il les regarda d'un air sombre. « Je crains qu'on ne retrouve jamais trace de Ralph Glick. Il a dû servir de ticket d'admission à Barlow, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est dans ce but que Straker l'a kidnappé. »« Salaud !» lâcha Jimmy d'une voix blanche. « Et Danny Glick ?» demanda Ben. « Straker a eu le plaisir de le saigner à blanc, » répondit Matt. « Cadeau du maître, l'honneur du premier sang au fidèle serviteur. Remarquez que s'il avait fait nuit, Barlow s'en serait peut-être chargé lui-même, mais Straker a rendu un autre service à son maître avant son arrivée. Vous savez ce que c'est ?» Il y eut un moment de silence, puis Mark articula. « Le chien qu'on a retrouvé au cimetière. »« Mais pourquoi ?» lança Jimmy. « Pourquoi faire ?»« À cause des yeux blancs ?» avança le garçon en interrogeant Matt du regard. Le professeur acquiesça d'un hochement de tête, visiblement impressionné par la vivacité d'esprit de l'enfant. « J'ai potassé le sujet toute la nuit. J'ignorais alors que nous avions un spécialiste dans l'équipe. » Le garçon rougit. « Mark a parfaitement raison. Selon de nombreux ouvrages de référence, une façon d'effrayer un vampire est de peindre des yeux d'ange, autrement dit des yeux blancs, sur les véritables yeux d'un chien noir. Doc était quasiment tout noir, à l'exception de 2 taches blanches. Son maître Wynne les avait surnommés ses phares anti-brouillard. Elles étaient sur le front, juste sur les arcades sourcilières, et il laissait le chien divaguer la nuit. Straker a dû le repérer. Il l'a donc tué et empalé sur la grille du cimetière. « Et ce Barlow ?» demanda Jimmy. « Comment est-il arrivé ici ?» Matt haussa les épaules. « Je n'en sais trop rien. Si l'on en croit la légende, il est vieux, très vieux. Peut-être a-t-il eu une dizaine de noms différents. Peut-être en a-t-il eu 1000. Peut-être est-il né successivement dans toutes les régions du monde, encore que je le crois plutôt d'origine roumaine, magyare ou hongroise. Comment exactement est-il arrivé ici? Peu importe, au fond. Peut-être que Larry Crockett leur a donné un coup de main. En attendant, il est bel et bien ici, chez nous. Maintenant, pour vous, la suite du programme, c'est une figure imposée. Prenez un pieu, et aussi une arme à feu, au cas où Straker serait encore vivant. Tenez,
Le revolver du shérif fera tout à fait l'affaire. Pour anéantir définitivement le vampire, il faut que le pieu lui traverse le cœur. Jimmy, tu y veilleras. Cela fait, il faut lui couper la tête, lui remplir la bouche d'ail et le mettre dans son cercueil, le visage tourné vers le sol. Dans les films, le vampire, une fois transpercé, tombe presque immédiatement en poussière, mais il se peut que la réalité soit différente. Dans ce cas, il faudrait que vous preniez le cercueil et que vous alliez le jeter dans une eau vive. La Royal River, par exemple. Quelqu'un a-t-il des questions à poser? Personne ne dit rien. Bien. Vous devez emporter de l'eau bénite et des hosties. Et vous devez vous confesser au père Callahan avant de partir. Je crois qu'aucun de nous n'est catholique, dit Ben. Moi, je suis catholique, dit Jimmy, mais je ne pratique pas. Confessez-vous quand même et dites votre acte de contrition et votre pénitence. Ainsi vous partirez purifié. D'accord, fit Ben. Ben, avez-vous fait l'amour avec Suzanne? Pardonnez-moi, mais... Oui, avoua Ben. Dans ce cas, vous devez enfoncer le pieu d'abord dans le cœur de Barlow, ensuite dans le sien. Vous êtes le seul membre de notre petit groupe qui ait été atteint personnellement. Vous agirez comme si vous étiez son mari, et vous ne devez pas flancher. Ainsi vous la libérerez. D'accord, acquiesça encore une fois Ben. Maintenant, la chose essentielle, dit Matt en jetant un regard circulaire, vous ne devez pas le regarder dans les yeux. Si vous le faites, il s'emparera de vous et se servira de vous contre les autres, en vous exposant au besoin à la mort. Souvenez-vous de Floyd Tibbets. Avoir un revolver peut être dangereux, mais peut aussi être utile. Jimmy, c'est toi qui le prendras, et tu resteras un peu en arrière. Quand tu examineras Barlow et Suzanne, confie-le à Mark. Compris, dit Jimmy. Pensez bien à acheter de l'ail, et des roses, si vous en trouvez. Est-ce que le petit magasin de fleurs de Cumberland est encore ouvert, Jimmy? Le bouquet du Nord? Je crois, oui. Prenez chacun une rose blanche. Attachez-la dans vos cheveux ou autour de votre cou. Et, je me répète, mais ça ne fait rien, ne le regardez pas dans les yeux. Je pourrais encore vous dire 1000 choses, mais il vaut mieux que vous partiez. Il est déjà 10 heures, et il ne faudrait pas que le père Callahan se ravise. Je vous accompagne de mes vœux et de mes prières. Un vieil agnostique comme moi qui parle de prières, ça fait un peu drôle, mais je suis loin d'être aussi agnostique que je l'étais il y a quelques jours encore. Est-ce que c'est Carlyle qui a dit que celui qui détrône Dieu dans son cœur doit mettre Satan à sa place? Personne ne répondit. Matt soupira. Jimmy, je voudrais regarder ton cou de plus près. Jimmy s'approcha du lit et leva le menton. Les petites blessures étaient, à n'en pas douter, des perforations, mais elles étaient toutes les deux bien cicatrisées et il semblait n'y avoir aucune inflammation. Des douleurs, des démangeaisons? Demanda Matt. Non, tu as eu de la chance, dit Matt gravement. Oui, je commence à me rendre compte de la chance incroyable que j'ai eue. Matt se laissa retomber sur ses oreillers, le visage creusé, les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. Jimmy, je crois que je vais prendre le médicament que Ben a refusé. Je vais demander à une infirmière de vous le donner. Je dormirai pendant que vous mènerez votre combat. Plus tard, il y aura encore un point. Bon, c'est assez pour le moment. Son regard se tourna vers Mark. Tu as fait une chose remarquable hier, mon enfant. Follement téméraire, mais remarquable. C'est elle qui a payé pour moi, prononça Mark de sa voix calme en pressant ses mains l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler. Oui, mais il pourrait bien vous le faire payer encore aux uns et aux autres, si ce n'est à tous. Ne le sous-estimez pas. Et maintenant, je dois vous avouer que je tombe de fatigue. J'ai passé presque toute la nuit à lire. Appelez-moi dès que tout sera fait. En sortant de la chambre, Ben et Jimmy échangèrent un regard. « Il ne vous rappelle pas quelqu'un, notre vieux Matt » dit Ben. « Si, » répondit Jimmy. « Van Helsing. » 7. À 10h15, Eva Miller descendit dans sa cave pour y prendre 2 bocaux de maïs à l'intention de Madame Norton, qui, d'après ce que lui avait dit Mabel Wertz, était alitée. Eva avait passé presque tout son mois de septembre dans les vapeurs du fourneau à faire des conserves.
Cela consistait pour une part à blanchir et à stériliser des légumes, et, pour le reste, à faire des confitures et à recouvrir chaque pot d'une mince couche de paraffine. Plus de 200 bocaux s'alignaient maintenant sur les étagères de la réserve qu'elle avait installée dans le sous-sol de sa maison et qu'elle veillait à garder toujours dans un ordre impeccable. La préparation des conserves était une de ses occupations favorites. À l'approche de l'hiver, elle compléterait sa collection avec quelques pots de mincemeat, ce mélange de raisins secs, de pommes et d'amandes qu'on conserve avec du cognac. Dès qu'elle ouvrit la porte de la cave, elle fut saisie par l'odeur. « Mon Dieu, mais ça pue !» grommela-t-elle entre ses dents en descendant les marches avec précaution, comme s'il s'agissait d'entrer dans une eau fétide. C'était son mari qui avait construit cette resserre, et il avait pris soin de faire des murs en pierre très épais afin qu'elle reste toujours fraîche. Il arrivait cependant qu'une marmotte ou un rat musqué se glisse par quelque fente de la paroi et finisse par mourir dans un coin. C'était ce qui avait pu se produire, quoique jamais encore elle n'eût senti pareille puanteur. Elle parvint au bas des marches et s'avança en longeant les murs à la faible lumière des 2 ampoules de 50 watts qui pendaient au plafond. « Il faudrait mettre des 75 » pesta-t-elle. Elle prit ses 2 bocaux de maïs, avec leur belle étiquette écrite en caractères bleus bien réguliers et leurs grosses tranches de poivron rouge juste au-dessus des grains pour donner du goût. Puis se mit à inspecter les lieux minutieusement, allant même jusqu'à se glisser péniblement entre le mur et l'énorme chaudière hérissée de ses tuyaux. Rien, nulle part. Elle refit le même chemin en sens inverse, se retrouva en bas des marches menant à la cuisine, et, les sourcils froncés, jeta un coup d'œil autour d'elle. La pièce était beaucoup moins encombrée depuis qu'elle avait engagé 2 hommes à tout faire de Larry Crockett, voilà 2 ans, pour construire une réserve à outils derrière la maison. La cave n'abritait plus que la chaudière, sorte de figuration moderne de la déesse Kali, avec ses tuyaux qui partaient dans toutes les directions, les contre-fenêtres qu'il ne faudrait pas tarder à poser, vu qu'on était déjà en octobre et que le chauffage coûtait cher, et le billard qui avait appartenu à son mari, recouvert d'une bâche. Chaque année, au mois de mai, elle en passait le feutre à l'aspirateur, bien que personne n'eût plus joué dessus depuis la mort de Ralph en 1959. En dehors de ça et des conserves, la cave ne contenait plus guère qu'un carton rempli de livres de poche qu'Eva avait réunis pour les porter à l'hôpital de Cumberland. Une pelle à neige aux manches cassées, un tableau de bois auquel étaient accrochés quelques vieux outils, dont se servait Ralph autrefois, et une pile de rideaux qui devait être complètement piquée. Et pourtant, l'odeur était bien là. Ses yeux se dirigèrent vers la porte basse qui menait dessous au cellier. Elle n'allait quand même pas descendre là, pas aujourd'hui. Et puis, les murs du cellier étaient en ciment. Comment un animal aurait-il pu pénétrer jusque-là? Et pourtant... « Ed » appela-t-elle tout d'un coup sans raison. Et elle sentit son angoisse augmenter en entendant le son de sa voix. Le mot mourut lentement dans la lumière blafarde du sous-sol. Pourquoi diable avait-elle appelé Ed? Que serait-il venu faire ici? Boire en cachette? Il ne pouvait y avoir dans toute la ville d'endroit plus déprimant pour y vider une bouteille. Non, il avait probablement touché un petit rappel et était allé se saouler dans le bois avec ce bon à rien de Verge Rathbun. Elle s'attarda pourtant un instant encore et jeta de nouveau un regard circulaire. Cette odeur était vraiment épouvantable, une odeur de pourriture. Elle se demanda avec inquiétude si elle ne serait pas obligée de faire venir le service de désinfection. Enfin, après un dernier regard à la porte qui conduisait au cellier, elle se décida à remonter. 8. Une fois arrivés chez le père Callahan, ils reprirent pour lui toute l'histoire, et, quand ils eurent terminé, il était un peu plus de 11h30. Il se trouvait dans le salon spacieux du presbytère. Le soleil filtrait dans la pièce par les baies vitrées en dessinant dans l'air de grandes barres de lumière, comme de gros troncs blancs prêts à être débités. En regardant les poussières danser dans les rayons, le père Callahan se souvenait d'un dessin qu'il avait vu un jour, des années auparavant. On y voyait une ménagère avec un balai fixant le sol avec ahurissement. À force de frotter, elle avait effacé une partie de son ombre. C'était à peu près ce que le prêtre ressentait. Pour la 2e fois en 24 heures,
il était confronté à l'impossible. Mais, à présent, l'impossible était corroboré par un écrivain, un garçon apparemment sain d'esprit, ainsi que par un médecin à la réputation sans faille en ville. Mais l'impossible restait, par définition, hors du possible. Non, on ne pouvait effacer sa propre ombre, même si tout portait à le croire. « Si vous pouviez faire tomber la foudre et nous plonger dans l'instant dans le noir, je serais sans doute plus enclin à vous croire, » dit Callahan. « C'est pourtant la vérité, je vous le garantis, » déclara Jimmy en portant la main à son cou. Le père Callahan se leva et aperçut quelque chose qui dépassait de la sacoche noire de Jimmy. 2 battes de baseball dont l'extrémité avait été taillée en pointe. Il en sortit une et la fit tourner dans ses mains. « Allons, c'est une toute petite piqûre de rien du tout, Madame Smith, » lança le prêtre avec ironie. « Vous n'aurez pas le temps de dire ouf que ce sera fini. » Personne ne rit. Callahan remit le pieu où il l'avait pris, se dirigea vers la fenêtre et jeta un regard sur Jointner Avenue. « Vous êtes tous très convaincants, et je vais même ajouter une nouvelle pièce à votre dossier. Il y a une pancarte sur la devanture du magasin de meubles Barlow et Straker. Fermé jusqu'à nouvel ordre. J'ai voulu y aller dès 9 heures ce matin pour vérifier les dires de M. Burke à propos de ce mystérieux Straker. La porte d'entrée de la boutique était fermée à clé et la porte de derrière aussi. Il faut que vous admettiez que ça coïncide avec ce que dit Mark, remarqua Ben. En effet, mais il se peut que la coïncidence ne soit qu'accidentelle. Et je voudrais vous demander encore une fois, est-il vraiment nécessaire, selon vous, de mêler l'Église catholique à tout ceci? Oui, affirma Ben. Mais nous agirons sans vous s'il le faut. Au besoin, j'irai tout seul. Il n'en est pas question, dit le père Callahan en se levant. Voulez-vous me suivre dans l'église, mes amis? Je vais entendre vos confessions. 9. Ben s'agenouilla dans l'obscurité du confessionnal. Il ne parvenait pas à mettre de l'ordre dans ses pensées. C'était une succession d'images surréalistes. Suzanne dans le parc, Madame Glick reculant devant leur croix de fortune faite de 2 abaisse-langues, sa bouche ouverte comme une plaie béante en travers de son visage. Floyd Tibbets sortant de sa voiture déguisé en épouvantail, fonçant sur lui. Mark Petrie se penchant à la portière de la voiture de Suzanne. Pour la première et dernière fois, l'idée lui vint qu'il était peut-être en train de rêver, et son esprit s'accrocha désespérément à cette pensée comme à une bouée. Tout d'un coup, ses yeux se fixèrent sur quelque chose qui traînait par terre, dans un coin du confessionnal. Une boîte. Il la ramassa. C'était une boîte de chewing-gum, vide, probablement tombée de la poche d'un enfant. Impossible de nier l'existence de cet objet. Il sentait le carton sous ses doigts. Le cauchemar était réalité. Le petit volet glissa sur ses rails. Ben plissa les yeux, mais ne vit rien. L'ouverture était masquée par un store. « Que dois-je faire » demanda-t-il, le regard fixé sur l'écran opaque. « Dites « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. »« Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché », répéta Ben. Et sa voix lui parut étrangement pesante dans ce petit espace clos. « Maintenant, dites-moi vos péchés. »« Tous ?» fit Ben très inquiet. « Essayez de me donner un aperçu d'ensemble, » répondit Callahan d'une voix brève. « Je n'oublie pas que nous avons une tâche à accomplir avant la nuit. » Ben se concentra, tentant de se servir des 10 commandements pour faire le tri et ordonner ses pensées. Puis il se lança. Et ça ne s'améliora pas au fil de l'énumération. Au contraire, c'était de plus en plus difficile. Pas la moindre catharsis en vue, juste l'embarras de raconter ses vilains secrets à un inconnu. Et, dans le même temps, il entrevit comment ce rituel pouvait devenir un besoin compulsif. C'était aussi humiliant et irrésistible que de boire de l'alcool à 90 degrés pour un alcoolique en manque, ou que d'aller chercher les revues porno cachées dans la salle de bain pour un adolescent. Il y avait quelque chose de primaire dans ce cérémonial, quelque chose de bestial, une sorte de régurgitation. Ben se souvint d'une scène d'un film de Bergman, Le 7e saut, où l'on voyait une foule de pénitents en haillons traverser une ville frappée par la peste. Les pénitents se flagellaient en marchant, leur dos et leurs flancs dégoulinaient de sang. La violence de se mettre ainsi à nu,
et pour que cela fasse plus mal, Ben s'était interdit de mentir, alors qu'il savait le faire de façon très convaincante, lui rendait sa quête du jour encore plus tangible et réelle. Et il faillit voir le mot « vampire » écrit sur l'écran noir de son esprit. Pas dans une typo écarlate dégoulinante chère aux films d'horreur, mais dans ces petites lettres précises et économiques que l'on trouve sur les gravures ou les parchemins. Il était emporté dans les serres d'un rite ancien, totalement étranger à son monde. Le confessionnal était un sas menant à des temps oubliés, où loups-garous, incubes et sorcières étaient une part inhérente des ténèbres, et où l'Église était la seule lumière dans la nuit. Pour la première fois, il perçut la lente et terrible houle des âges et sa propre vie comme une minuscule étincelle d'un édifice qu'aucun homme ne saurait voir dans son entier sans perdre aussitôt la raison. Matt ne leur avait pas expliqué que le père Callahan considérait son église comme une force de l'univers, mais Ben le comprenait dans sa chair à présent. Il sentait cette force dans cette petite boîte à l'air vicié. Il la sentait le traverser de toutes parts, le laissant nu et misérable. Il la sentait plus distinctement qu'aucun catholique rompu à la confession depuis sa plus tendre enfance ne l'éprouverait jamais. Quand Ben sortit du confessionnal, l'air frais du dehors qui entrait dans l'église par la porte ouverte fut une bénédiction. Il passa la main sur sa nuque et s'aperçut qu'elle était trempée de sueur. Callahan sortit à son tour. « Ce n'est pas fini, » dit-il. Sans un mot, Ben retourna dans le confessionnal, mais cette fois il ne s'agenouilla pas. Callahan lui donna pour pénitence « Dis notre Père » et « Dis je vous salue Marie ». « Je ne connais pas cette prière-là, » avoua Ben. « Vous la trouverez sur une petite feuille que je vais vous remettre, » reprit la voix de l'autre côté du store. « Vous n'aurez qu'à la dire intérieurement pendant que nous roulerons jusqu'à Cumberland. » Ben hésita un instant. Matt avait raison, vous savez, quand il disait que ça allait être dur, plus dur que nous ne le pensions. Il va nous venir des sueurs de sang avant que nous ne soyons au bout. « Oui, vraiment ?» fit Callahan. Exprimait-il un doute poli ou une inquiétude réelle? Ben aurait été bien en peine de le dire. Il regarda ses mains et vit qu'il tenait toujours la petite boîte de chewing-gum. À force de la tripoter nerveusement, il en avait fait une espèce de chiffon informe. « 10. Il était près d'1 heure de l'après-midi quand ils se retrouvèrent tous dans la grande Buick de Jimmy Cody et se mirent en route. Ils restaient silencieux. Le père Donald Callahan était en soutane et portait un surplis et une étole blanche bordée de violet. Il leur avait donné à chacun un petit flacon d'eau bénite en faisant un signe de croix. Sur ses genoux était posée une custode d'argent contenant les hosties. Arrivés à Cumberland, ils se rendirent d'abord au cabinet de Jimmy, qui les quitta un instant, et revint vêtu d'une veste de sport très ample. Le revolver de McCaslin était sans doute enfoui dans une des poches. Dans la main droite, il tenait un gros marteau ordinaire. Ben, fasciné, gardait les yeux fixés sur le marteau. Il regarda Mark et Callahan du coin de l'œil et s'aperçut qu'ils faisaient de même. Le marteau avait une tête en acier chromé et une poignée en caoutchouc noir à trous. « Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas ?» dit Jimmy. Ben s'imagina en train de se servir de cet engin pour enfoncer un pieu à travers la douce poitrine de Suzanne, et son estomac se révulsa. « Oui, » confirma-t-il la gorge nouée. « Ça fait froid dans le dos. » Ils s'arrêtèrent ensuite au supermarché de Cumberland. Ben et Jimmy achetèrent tout l'ail disponible, 12 boîtes pleines de gousses blanchâtres. La jeune caissière haussa les sourcils et déclara « Heureusement que j'ai pas rendez-vous avec vous ce soir, les gars. » Je me demande comment on explique le rôle de l'ail dans la lutte contre les vampires, dit Ben en sortant du magasin. Est-ce qu'on en parle dans la Bible? Est-ce que ça correspond à une malédiction ancienne? Je crois plutôt qu'il s'agit d'une allergie, répondit Jimmy. Une allergie? Callahan n'avait entendu que les derniers mots de la discussion et leur demanda de répéter tandis qu'ils roulaient en direction de la boutique de fleurs, le Bouquet du Nord. Oui, je suis d'accord avec le docteur Cody, dit-il. Il pourrait bien s'agir d'une allergie, si tant est que l'ail ait l'efficacité qu'on lui attribue, ce qui n'est pas prouvé. C'est curieux qu'étant prêtre, vous puissiez penser que c'est une allergie, dit Mark. Pourquoi?
Si je dois accepter l'existence des vampires, et il semble que j'y sois contraint, pour le moment du moins, cela n'implique pas que je doive les considérer comme des créatures échappant à toutes les lois naturelles. Ils échappent à certaines lois, c'est évident. La légende dit qu'ils ne se reflètent pas dans les miroirs, qu'ils peuvent se transformer en chauve-souris, en loup ou en oiseau, les fameux psychopompes, et rapetisser jusqu'à réussir à passer par les plus petits trous. Et cependant, nous savons qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils parlent, et que très probablement ils ont aussi le sens du goût. Peut-être connaissent-ils également la gêne, la douleur. Et l'amour, demanda Ben sans regarder personne. Non, fit Jimmy. Je crois que l'amour les dépasse. Il se gara dans le parking du magasin de fleurs. C'était une grande boutique en forme de L prolongée par une serre. Une petite cloche tinta au-dessus de la porte quand ils entrèrent, et ils furent saisis par le lourd parfum des fleurs. Ben sentit la tête lui tourner, et cela lui rappela ce qu'il avait éprouvé dans les chambres des maisons funéraires. Un homme en tablier bleu qui portait un pot de fleurs s'approcha d'eux. « Vous désirez ?» Ben commençait seulement à le lui expliquer quand l'homme au tablier l'interrompit en secouant la tête. « Vous arrivez trop tard, mes pauvres messieurs. Quelqu'un est venu vendredi dernier et m'a acheté tout ce que j'avais comme roses, les rouges, les blanches et les jaunes. Je n'en aurai plus maintenant avant mercredi au plus tôt. Si vous voulez commander... » À quoi ressemblait-il, votre client? C'était le genre d'homme qu'on n'oublie pas. Grand, complètement chauve, un regard perçant... Il fumait des cigarettes étrangères, je m'en suis rendu compte à l'odeur. 3 brassées de roses il a emporté. Il les a mises à l'arrière d'une vieille voiture, une Dodge, je crois. Une Packard, objecta Ben. Une Packard noire. Vous le connaissez, alors? D'une certaine façon, oui. Il m'a payé en espèces. C'est pas ordinaire, vu l'importance de l'achat. Mais peut-être que si vous alliez le voir, il vous vendrait... Peut-être, déclara Ben. Quand ils eurent regagné la voiture, ils discutèrent de la question. Le père Callahan commença d'un ton hésitant. « Il y a une boutique à Falmouth. » Ben l'interrompit. « Non, non. » On le sentait au bord de l'hystérie. « Et quand nous serons arrivés à Falmouth et que nous nous apercevrons que Stryker est passé avant nous, là aussi, alors quoi? Nous irons à Portland, à Kittery, à Boston? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Il nous mène par le bout du nez. » Ben, sois raisonnable, conseilla Jimmy. Est-ce que tu ne crois pas que nous devrions au moins... Est-ce que tu te souviens de ce que Matt a dit? Ne croyez pas que parce qu'il ne peut pas sortir pendant la journée, il ne peut pas vous faire de mal. Quelle heure est-il, Jimmy? 2h15, annonça Jimmy d'une voix lente, en regardant le ciel comme s'il doutait de l'exactitude de sa montre. Mais c'était bien vrai. Les ombres commençaient à changer de sens. Il nous a devancés, dit Ben. Il a prévu notre progression étape par étape. Il n'y a pas de miracle. Il devait fatalement tenir compte de nous et préparer ses défenses. Il faut que nous y allions maintenant, au lieu de perdre le reste de la journée à discuter du sexe des anges. Il a raison, dit Callahan d'une voix calme. Cessons de discuter et allons-y. Vite, Jimmy, lança Mark d'une voix pressante. Jimmy quitta le parking de la boutique dans un hurlement de pneus. Le fleuriste sortit sur le pas de sa porte pour les regarder partir. 3 hommes, dont un prêtre et un petit garçon, dans une voiture avec une plaque de médecin dessus. On eût dit des fous échappés d'un asile. 11. Cody monta à Marston House par Brooks Road, et Donald Callahan, qui avait rarement vu la maison sous cet angle, eut cette pensée soudaine. Oui. Elle surveille la ville, comme une sentinelle. C'est curieux. Cela ne l'a jamais frappé auparavant. C'est un poste d'observation idéal là-haut, juste au-dessus du croisement de Jointner Avenue et de Brock Street. La hauteur parfaite. Un champ de vision sur Salem quasiment à 360 degrés. La bâtisse était énorme et tortueuse, et, avec ses volets fermés, elle frappait l'imagination. Un sarcophage démesuré, un monolithe, un symbole de malédiction. Et cet endroit avait été le théâtre d'un suicide et d'un meurtre. Cela signifiait qu'il était sacrilège aux yeux de l'Église, marqué par le mal. Callahan ouvrit la bouche pour avertir ses coéquipiers de ce détail, mais se ravisa. Jimmy Cody tourna pour prendre Brooks Road, et pendant un moment, la maison disparut derrière les bois.
Puis les arbres se raréfièrent, et Cody s'engagea dans l'allée. La Packard était devant le garage, et quand il eut coupé le contact, Jimmy s'arma du revolver de McCaslin. Callahan fut saisi par l'atmosphère lourde qui régnait autour de la maison. Il sortit un crucifix de sa poche, celui de sa mère, et le mit à son cou en plus du sien. On n'entendait pas un seul chant d'oiseau dans les arbres dénudés par l'automne. L'herbe qui envahissait la cour et les allées semblait plus desséchée que normalement, en pareille saison. Quant à la terre, elle avait pris un ton de cendre. Les marches qui menaient au perron étaient tout de guingois, et sur un des pilastres, il y avait un carré d'une couleur plus vive, là où était suspendu naguère l'écriteau « Défense d'entrée ». Un cadenas Yale flambant neuf avait été installé sur la porte d'entrée, au-dessous du vieux verrou tout rouillé. « Par une fenêtre, peut-être, comme Marc ?» dit Jimmy d'une voix hésitante. « Non, » répondit Ben, « par la porte d'entrée. Nous l'enfoncerons s'il le faut. »« Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » intervint Callahan. Sa voix avait changé. On eût dit que quelqu'un d'autre parlait par sa bouche. Quand ils étaient sortis de la voiture, il avait tout naturellement pris la tête du petit groupe, et à mesure qu'ils approchaient de la maison, il se sentait de plus en plus sûr de lui. Comme si son ardeur d'autrefois lui revenait tout entière alors qu'il la croyait perdue à tout jamais. La maison était là, tapie devant eux comme une bête aux aguets. Elle exsudait le mal par tous ses pores, et il n'hésitait pas. Loin de lui maintenant l'idée de temporiser. Pour un peu, il se serait jeté sur elle. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » cria-t-il. Et dès qu'ils entendirent son ton de commandement, ses compagnons se regroupèrent autour de lui. « J'ordonne au mal de quitter cette maison. Démons, je vous chasse !» Et alors que l'instant d'avant il ne savait pas encore qu'il allait le faire, il frappa la porte avec son crucifix. Il y eut un éclair éblouissant, une odeur âcre et un gémissement, comme si les planches s'étaient mises à nier. La petite imposte semi-circulaire au sommet de la porte explosa, et la grande baie vitrée qui donnait sur la pelouse à gauche se brisa au même moment. Jimmy poussa un cri. Le cadenas Yale gisait à leurs pieds. Il avait fondu jusqu'à perdre complètement sa forme initiale. Marc voulut s'en saisir, mais fit un bond en arrière. « Bouillant !» dit-il. Callahan avait reculé de 2 pas. Il tremblait. Il regarda la croix dans ses mains. « C'est sans aucun doute la chose la plus incroyable qui me soit arrivée dans ma vie. » Il leva les yeux au ciel comme s'il s'attendait à voir apparaître le visage même de Dieu. Mais le ciel était vide. Ben poussa la porte. Elle s'ouvrit sans difficulté. Il laissa Callahan passer le premier. Le prêtre regarda Marc. « La cave, » dit Marc. « On y va par la cuisine. Straker est là-haut, mais... » Il s'arrêta, les sourcils froncés. « Il y a quelque chose de différent. Je ne sais pas quoi, ce n'est pas comme avant. » Ils décidèrent de monter d'abord. Ben n'était pas le premier, mais il sentit néanmoins revenir toute son angoisse ancienne à mesure qu'ils avançaient dans le couloir et s'approchaient de la porte. Il allait, presque 1 mois après son retour à Salem, voir pour la 2e fois cette chambre. Quand Callahan poussa la porte, il leva les yeux et ne put arrêter le cri qui lui monta à la gorge, un cri de femme aigu, hystérique. Ce n'était ni Hubert Marston ni son fantôme qui était pendu à la poutre. C'était Straker. Il avait été pendu la tête en bas, comme un porc à l'abattoir, et il avait la gorge ouverte. Ses yeux vitreux étaient fixés sur eux et semblaient voir à travers eux, au-delà d'eux. Il avait été saigné à blanc. 12. « Mon Dieu !» dit le père Callahan. « Mon Dieu !» Ils pénétrèrent lentement dans la pièce, Callahan et Cody en tête, Ben et Marc derrière, serrés l'un contre l'autre. Les pieds de Straker avaient été attachés ensemble. Puis on avait passé la corde par-dessus la poutre et on avait hissé le corps à une hauteur suffisante pour que les mains pendantes ne touchent plus le sol. Ben songea obscurément que celui qui avait fait ça devait avoir une force considérable. Jimmy posa la face intérieure de son poignet sur le front de Straker, puis il prit une de ses mains dans la sienne. « Il doit être mort depuis 18 heures environ, » conclut-il. Il laissa retomber la main en frissonnant. « Mon Dieu, quelle affreuse façon de...
Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Qui? C'est Barlow qui a fait ça, déclara Mark d'une voix calme et ferme en regardant le corps. Et voilà le Straker liquidé, dit Jimmy. La vie éternelle pour lui, c'est râpé. Mais pourquoi comme ça? Pourquoi l'avoir pendu la tête en bas? En Macédoine, on procédait déjà ainsi, expliqua le père Callahan. On pendait le corps de l'ennemi ou du traître par les pieds. Ainsi, son visage faisait face à la terre et non au ciel. Saint Paul fut crucifié comme ça. On le cloua sur une croix en forme de X et on lui brisa les jambes. Attention, il est en train de nous faire perdre du temps, les avertit Ben d'une voix rauque et comme vieillie par le chagrin. Ça fait partie de ses combines. Allons-y tout de suite. Ben en tête, ils descendirent et gagnèrent la cuisine. Arrivé là, Ben céda la place au père Callahan. Pendant un court instant, ils restèrent sans bouger, se regardant les uns les autres et regardant la porte qui menait à la cave. Comme 25 ans auparavant, Ben avait regardé la porte d'en haut, le cœur envahi par l'angoisse. 13. Quand le père Callahan ouvrit la porte, Mark retrouva l'odeur fétide qui lui avait sauté aux narines la première fois, mais ce n'était pas tout à fait la même. Elle n'était pas si forte, elle paraissait moins nocive. Cependant, quand le prêtre commença à descendre les marches, il lui fallut rassembler tout son courage pour le suivre. Jimmy avait sorti de sa sacoche une torche électrique. Il l'alluma et balaya la pièce du faisceau de sa lampe. Après être passé très vite sur le sol et les murs, il s'arrêta longuement sur une grande caisse posée dans un coin, puis sur une table. « Tiens, dit-il, regardez. » Il y avait là une enveloppe de couleur crème, en beau vélin, qui tranchait sur la grisaille et la saleté du reste. « C'est un piège, » déclina le père Callahan. « Mieux vaut ne pas y toucher. »« Je ne suis pas de cet avis, » dit Mark, qui se sentait à la fois soulagé et désappointé. « Il n'est plus ici, il est parti. Cette lettre est pour nous. Il doit nous en dire de toutes les couleurs. » Ben s'avança et prit l'enveloppe. Il la tourna et la retourna. Mark vit que ses mains tremblaient. Puis il se décida à l'ouvrir. Elle contenait une feuille du même vélin que l'enveloppe, et ils se serrèrent tous les quatre l'un contre l'autre pour la voir de plus près. Jimmy dirigea le rayon de sa lampe sur elle. Elle était couverte d'une écriture serrée, fine et élégante. Ils la lurent ensemble. Mark peut-être un peu plus lentement que les autres. Le 4 octobre. Mes chers amis, comme c'est gentil à vous d'être venus jusqu'ici. J'ai toujours apprécié la compagnie. L'amitié a été une des joies de ma longue existence, trop souvent solitaire. Si vous étiez venus le soir, je me serais fait un plaisir de vous accueillir moi-même. Mais, sachant que vous préféreriez venir pendant la journée, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas être présent. Je vous ai laissé, en gage de mon estime, une personne qui est très chère à l'un d'entre vous. Vous la trouverez là où je me retirerai pendant le jour, avant d'émigrer vers un lieu plus tranquille. Elle est très jolie, monsieur Mears. À croquer, dirais-je même, si vous me permettez ce bon mot. Je n'ai plus besoin d'elle. Aussi voulais-je laisser pour que vous vous fassiez la main sur elle avant d'en arriver à l'essentiel. Un amuse-gueule, en quelque sorte. Il sera intéressant de voir quel plaisir vous prendrez à le déguster en attendant le plat de résistance. Quant à vous, jeune maître Petrie, vous m'avez enlevé le serviteur le plus fidèle et le plus capable que j'ai jamais eu. Vous m'avez indirectement conduit à participer à sa déchéance en éveillant mes appétits par le sang que vous lui avez fait verser. Vous l'avez eu par surprise, sans nul doute, par traîtrise. Je vais personnellement m'occuper de votre cas. Je vais y prendre un malin plaisir. D'abord vos parents, je pense, ce soir, ou demain soir, ou le soir d'après. Après, ce sera votre tour. Vous aurez l'honneur d'être admis dans mon église comme castrat. Et vous, père Callahan, ce sont eux qui vous ont persuadé de venir, n'est-ce pas? Je vous ai observé depuis mon arrivée à Jérusalem Slot, comme un bon joueur d'échecs étudie la position des pièces de son adversaire. L'Église catholique n'est pas la première à m'avoir combattu. J'étais déjà vieux quand elle est apparue, quand ses fidèles se cachaient dans les catacombes de Rome et peignaient des poissons sur leur poitrine pour se reconnaître entre eux.
Ma puissance était déjà fermement établie alors que ces faiseurs de grimaces, ces mangeurs de pain et ces buveurs de vin étaient encore en butte aux persécutions. Les rites de mon Église ont de loin précédé ceux de la vôtre, et cependant je ne vous sous-estime pas. Je connais la saveur du bien aussi parfaitement que celle du mal. Je ne suis pas blasé. De nous deux, c'est moi qui serai le plus fort. Comment cela, direz-vous? Moi, Callahan, je représente le bien. Je peux me déplacer de jour comme de nuit. Je connais par mon ami Matthew Burke les potions et les charmes, tant païens que chrétiens, à employer contre vous. Oui, 3 fois oui. Mais en face de moi, vous n'êtes qu'un enfant. Je connais plus d'un tour. Je ne suis pas le serpent, mais le père du serpent. Cela ne suffit pas, direz-vous, et c'est vrai. Ma force supplémentaire, c'est votre faiblesse. Père Callahan, vous ne tarderez pas à flancher. Votre foi dans le bien n'est pas assez solide. Quand vous parlez amour du prochain, ce ne sont que des mots. Vous ne faites autorité qu'en matière de bouteilles. Mes bons amis, Monsieur Mears, Dr Cody, Maître Petrie, Père Callahan, je vous souhaite de passer un très bon moment. Le médoc est excellent. Le précédent propriétaire de la maison, que je n'ai pas eu la joie de connaître, l'a fait rentrer spécialement pour moi. Servez-vous quelques bonnes rasades si vous en avez encore envie, après avoir accompli la petite tâche qui vous attend. Nous nous verrons bientôt, et j'adresserai alors à chacun d'entre vous mes félicitations sous une forme plus personnelle. En attendant, adieu. Barlow. Ben tremblait de tous ses membres. Il laissa retomber la lettre sur la table et regarda les autres. Mark avait les poings serrés et l'expression de quelqu'un qui vient de mordre dans un fruit pourri. Le visage étonnamment juvénile de Jimmy était devenu livide. Le père Callahan avait un regard éteint. Les coins de sa bouche tombaient et ses lèvres s'agitaient convulsivement. Ils le regardèrent. « Allons-y, » dit-il. Ils s'avancèrent ensemble dans la cave. 14. Parkins Gillespie se tenait sur le perron du bâtiment de l'hôtel de ville, sa puissante paire de jumelles Zeiss rivée sur ses yeux, lorsque Nolly Gardner arriva à bord de la voiture de patrouille. Il s'extirpa de son siège et remonta son pantalon. « Qu'est-ce qui se passe, Park » demanda-t-il en gravissant les marches. Parkins lui tendit les jumelles sans rien dire et désigna Marston House de son pouce calleux. Nolly chaussa les Zeiss. Il aperçut la vieille Packard garée dans l'allée et devant elle une Buick flambant neuve. Le grossissement n'était pas suffisant pour que l'on puisse lire les plaques minéralogiques. Il rendit les jumelles à son chef. « C'est la voiture du docteur Cody, hein ?»« Oui, ça m'en a tout l'air. » Parkins coinça une palmale entre ses lèvres et gratta une allumette sur le mur de briques derrière lui. « Je n'ai jamais vu de voiture là-haut, à part la Packard. »« Oui, moi non plus, » confirma Parkins d'un air songeur. « Tu crois qu'on devrait faire un saut là-haut pour voir ce qui se passe ?» proposa Nolly sans enthousiasme. Ce manque d'entrain était curieux, car Nolly, après 50 services dans la police municipale, adorait toujours autant parader en ville dans son bel uniforme. « Non, » répondit Parkins. « Laissons-les tranquilles. » Il sortit sa montre à gousset de la poche de sa veste et ouvrit le couvercle d'argent comme un chef de gare surveillant l'horaire de son train. 15h41 tapantes. Il compara l'heure à celle qu'indiquait l'horloge de la mairie et rangea sa montre. « Qu'est-ce qui s'est passé avec Floyd Tibbetts et le bébé des McDougall ?» demanda Nolly. « Je sais pas. »« D'accord, » lâcha Nolly quelque peu dérouté. Parkins avait toujours été taciturne, mais cette fois c'était pire que d'habitude. Il porta à nouveau les jumelles à ses yeux. Aucun changement. « La ville est bien calme », lança Nolly dans l'espoir de relancer la conversation. « Ouais », répondit Parkins. Il contempla de ses yeux bleu pâle le parc de l'autre côté de Jointner Avenue. La rue, comme le jardin public, était déserte. Et c'était comme ça depuis ce matin. On ne voyait pas une seule maman avec un landau, pas un promeneur autour du monument aux morts. « Il se passe de drôles de choses, quand même », tenta encore Nolly.
« Ouais, » répondit Parkins pensif. En désespoir de cause, Nolly aborda le sujet de conversation qui ne pouvait manquer de faire réagir Parkins. Le temps. « Ça se couvre, » annonça-t-il. « Il va venir de la pluie ce soir. » Parkins étudia le ciel. Il était pommelé au-dessus de leur tête et une barre de nuages s'amoncelait au sud-ouest. « Ouais, » lâcha-t-il avant de jeter son reste de cigare. « Park, quelque chose ne va pas ?» Park réfléchit à la question. « Oui. »« Quoi, nom de Dieu ?»« Je crois, » commença Parkins, « que j'ai les jetons. »« De quoi ?» insista Nolly. « De quoi t'as les jetons ?»« Je sais pas. » Parkins reprit les jumelles et observa de nouveau Marston House, tandis que Nolly restait muet à côté de lui. « 15. Derrière la table où ils avaient trouvé la lettre, la pièce décrivait une sorte de L. C'est là que Hubie Marston entreposait son vin autrefois. À l'évidence, il devait avoir versé dans la contrebande. Il y avait là des tonneaux de toutes dimensions qui disparaissaient sous la poussière et les toiles d'araignée. L'un des murs était consacré au casier à bouteilles, et on voyait dépasser des goulots de Magnum. Quelques bouteilles avaient explosé, et à la place d'un Bourgogne de grand cru attendant d'être dégusté par un palais exercé, il n'y avait plus qu'un trou noir dont les araignées s'étaient emparées. D'autres avaient tourné au vinaigre. C'était de là que venait cette odeur d'acide qui emplissait l'atmosphère, mêlée à une autre senteur plus immatérielle, une odeur de chair putréfiée. « Non, » fit Ben de la voix calme et déterminée de quelqu'un qui constate un fait. « Je ne peux pas. »« Vous devez le faire, » dit le père Callahan. « Je ne vous dis pas que ce sera facile, c'est même une abomination, mais vous devez le faire. »« Je ne peux pas !» cria Ben, et son cri se répercuta sur les parois de la cave. Au centre de la pièce, sur une estrade qu'éclairait la torche de Jimmy, Suzanne Norton était étendue. Un fin drap blanc la recouvrait des épaules jusqu'aux pieds. Ils s'en approchèrent en silence, incapables de parler. L'émerveillement, la fascination étaient trop forts. C'était dans la vie une très charmante jeune fille qui avait manqué de très peu d'être vraiment belle, non à cause de quelques défauts physiques, mais peut-être du fait de sa vie trop ordinaire et trop paisible. Mais à présent, elle était belle, d'une beauté inquiétante. La mort n'avait en rien marqué son visage. Ses joues étaient roses, et ses lèvres d'un rouge lumineux qui ne devait rien à un quelconque maquillage. Son front était pâle et lisse, sa peau laiteuse. Elle avait les yeux fermés, et ses longs cils noirs rendaient plus frappante encore la fraîcheur de son teint. Une de ses mains, à demi fermée, était pressée contre sa hanche, tandis que l'autre reposait délicatement sur sa poitrine. Parfaitement belle, oui, mais d'une beauté qui ne rayonnait pas, et à travers laquelle aucune âme ne s'exprimait. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans son visage qui rappela à Jimmy les filles de Saïgon, dont certaines n'avaient pas 13 ans, qui s'agenouillaient devant les soldats dans les allées obscures, derrière les bars, pour la 100e ou la 1000e fois. Mais, dans leur cas, ce n'était pas le mal à proprement parler qui les avait corrompus, mais le fait de devoir affronter trop jeune les réalités de la vie. Le changement qui s'était opéré sur le visage de Suzanne était d'un autre ordre, mais il n'aurait pas su expliquer pourquoi ni comment. Callahan s'avança et posa son index sur le sein gauche de la jeune fille. « Ici », précisa-t-il, « dans le cœur. »« Non, » répéta Ben, « je ne peux pas. »« Agissez en amant, » dit d'une voix douce le père Callahan, « ou mieux, agissez en mari. Vous ne lui ferez pas mal, Ben, vous la libérerez. Le seul à souffrir, ce sera vous. » Ben le regarda d'un air hébété. Marc avait pris le pieu dans la sacoche noire de Jimmy. Il le lui tendit sans un mot. Ben eut l'impression que, pour s'en saisir, son bras avait parcouru un espace énorme. Si je ne pense pas à ce que je fais en le faisant, alors peut-être. Mais comment ne pas y penser? Ben se rappela tout à coup une phrase de Dracula, cet ouvrage de fiction qui l'avait amusé autrefois, mais qui ne l'amuserait plus du tout. C'était Van Helsing qui la disait à Arthur Holmwood, au moment où celui-ci s'apprêtait à accomplir la même affreuse tâche.
Nous devons traverser bien des eaux amères avant d'atteindre les eaux douces. Atteindraient-ils jamais les eaux douces, les uns et les autres? Reprenez-le, gémit-il d'une voix rauque. Ne me faites pas faire ça. Pas de réponse. Il sentait la sueur lui couler sur le front, sur les joues, le long du bras. Le pieu, qui n'était auparavant qu'une simple batte de baseball, lui semblait avoir maintenant un poids tout à fait anormal, comme si d'invisibles mais puissantes lignes de force avaient convergé sur lui. Suzanne portait un chemisier dont les 2 boutons du haut n'étaient pas fermés. Ben leva le pieu et le pressa contre le sein gauche, juste au-dessus de la 3e boutonnière. La chair se creusa, et à cette vue, Ben sentit ses lèvres se tordre en un tic incontrôlable. « Elle n'est pas morte, » dit-il d'une voix étranglée. C'était là son ultime recours. La réponse de Jimmy fut implacable. « Si, Ben, elle est bel et bien morte. C'est une morte vivante. » Il leur avait bien montré tout à l'heure. Il avait passé le brassard gonflable autour de son bras et actionné la pompe. Résultat, pression artérielle 0,0. Il avait posé le stéthoscope sur sa poitrine et leur avait fait écouter à chacun le silence qui régnait dans la cage thoracique. Ben sentit qu'on lui glissait quelque chose dans son autre main. Des années plus tard, il serait encore incapable de se rappeler lequel d'entre eux avait fait cela. C'était le marteau. Le marteau ordinaire, avec sa poignée en caoutchouc noir à trous et sa tête en acier chromé, brillant sous le faisceau de la torche électrique. « Faites-le tout de suite, » dit Callahan, « et précipitez-vous dehors après. À nous de faire le reste. » Nous devons traverser bien des eaux amères avant d'atteindre les eaux douces. « Mon Dieu, pardonnez-moi, » murmura Ben. Il leva le marteau et en frappa le pieu. Le coup tomba bien droit, et la batte de frêne s'enfonça dans la chair molle en vibrant sur toute sa longueur. Jamais Ben ne pourrait oublier ce moment. Ses rêves en seraient hantés pour toujours. Les yeux bleus de Suzanne s'ouvrirent tout grands, comme sous l'effet du choc. Le sang jaillit de la blessure avec une force incroyable, éclaboussant les mains de Ben, sa chemise, son visage. Une odeur chaude et cuivrée se répandit dans la cave. La jeune fille fut saisie de mouvements convulsifs. Ses mains s'agitèrent comme des oiseaux affolés. Ses pieds se mirent à battre frénétiquement l'estrade sur laquelle elle était étendue. Ses lèvres se retroussèrent sur ses crocs de loup, et, la bouche grande ouverte, elle se mit à pousser une succession de hurlements qui évoquaient les trompettes de l'enfer, tandis que 2 ruisseaux de sang s'échappaient du coin de ses lèvres. Le marteau se leva et retomba. Encore. Encore, encore. Dans le cerveau de Ben, de grands oiseaux noirs tournoyaient en criant, et des images sanglantes se mêlaient à leur vol. Tout était devenu rouge, ses mains, le pieu, le marteau qui frappait sans remords. Dans les mains tremblantes de Jimmy, la torche électrique était devenue stroboscopique, et sous cette lumière discontinue, le visage convulsé de Suzanne apparaissait et disparaissait. De ses dents acérées, elle avait déchiré ses lèvres, qui étaient devenues 2 rubans écarlates. Le sang giclait de sa poitrine, dessinant des idéogrammes chinois sur le drap blanc que Jimmy avait soigneusement replié pour découvrir son torse. Et puis, tout d'un coup, son corps se tendit, son dos s'arqua, et sa bouche s'ouvrit si grande que ses mâchoires auraient pu ne pas y résister. Un geyser de sang plus foncé jaillit de la blessure. Dans cette lumière hasardeuse et fantasque, il paraissait presque noir. Le cœur était touché. Le cri qui jaillit à cet instant de ses lèvres venait du fond des âges et des régions les plus ténébreuses de l'âme humaine. Du sang jaillit aussi de sa bouche, de son nez, et quelque chose d'autre s'échappa d'elle en même temps. Ce ne fut qu'une ombre, un je ne sais quoi de très flou, qui s'enfuit honteusement et disparut presque immédiatement dans l'obscurité ambiante. Le corps de Suzanne se détendit. Ses lèvres se rapprochèrent en laissant échapper un dernier souffle rauque. Pendant un instant, ses paupières battirent, et Ben revit, ou eut l'impression qu'il revoyait, la jeune fille qu'il avait vue dans le parc, en train de lire un de ses livres. C'était fait. Il laissa tomber le marteau et s'éloigna à reculons, les bras tendus en avant, comme pour éloigner un cauchemar. Callahan posa une main sur son épaule. « Ben,
Il se retourna et se jeta vers l'escalier. Il monta les marches en trébuchant, tomba, se raccrocha, rampa presque vers la lumière. Les terreurs de l'enfant et celles de l'adulte s'étaient rejointes. S'il regardait par-dessus son épaule, il verrait Yuby Marston, ou peut-être Straker, à 2 pas derrière lui, la figure toute verte et toute boursouflée, la corde serrée autour du cou, les lèvres retroussées en un sourire cruel sur des crocs pointus. Il poussa un cri de détresse. Il lui sembla entendre Callahan dire « Non, laissez-le s'en aller ». Il traversa en trombe la cuisine et se précipita dehors. Dans sa hâte, il manqua une marche et tomba la tête la première dans la boue. Il se redressa, se mit à genoux, parvint enfin à se relever et regarda derrière lui. Rien. La maison gardait son air menaçant, mais elle avait perdu ses pouvoirs maléfiques. Ce n'était plus maintenant qu'une maison comme toutes les autres. Dans le grand silence de la cour envahie d'herbes folles, Ben Mears rejeta la tête en arrière et respira à longs traits. 16. En automne, voilà comment la nuit tombe sur Salem. Le soleil cesse brutalement de réchauffer l'atmosphère. La fraîcheur soudaine de l'air vous rappelle que l'hiver est proche et qu'il sera long. De fins nuages apparaissent à l'horizon et les ombres s'allongent. Elles ne sont pas larges comme en été. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres, ni de gros nuages dans le ciel pour leur donner de l'épaisseur. Ce sont des ombres maigres, livides, qui mordent la terre comme des dents. Lorsque le soleil arrive au ras de l'horizon, le jaune paisible de son disque prend une tonalité plus violente, jusqu'à devenir un jaune de chrome ardent. Les nuages se colorent de rouge, d'orange, de vermillon, de violet. Parfois ils se séparent, et dans leur lente dérive, laissent passer de doux rayons d'or pâle, souvenirs nostalgiques de l'été disparu. Il est 6 heures, l'heure du souper. À Salem, à midi, on dîne, et les gamelles que les hommes emportent au travail pour le déjeuner sont appelées des paniers dîners. Mabel Wertz, tout alourdie de graisse malsaine, s'est installée devant une aile de poulet rôti et une tasse de thé Lipton, le téléphone à portée de la main. Chez Eva, les hommes se sont réunis pour ingurgiter ce qui leur est tombé sous la main. Plateau télé, cornet de beef, haricots en boîte, rien à voir avec les petites merveilles que leur mère autrefois faisait mijoter durant toute une journée. Spaghettis lyophilisés, hamburgers à réchauffer achetés au McDonald's de Falmouth en rentrant du boulot. Eva, assise à la table de la grande pièce, joue au gin rami avec Grover Verrill. Elle est de mauvaise humeur et invective les autres qu'elle accuse de manger comme des cochons et de faire des taches partout. Jamais ils ne l'ont vue si irritable. Mais ils savent pourquoi elle est comme ça, même si elle ne le sait pas elle-même. Monsieur et Madame Petrie mangent des sandwichs dans leur cuisine en essayant de comprendre le sens du coup de téléphone qu'ils viennent de recevoir du curé de Saint-Andrew, le père Callahan. « Votre fils est avec moi, il va bien, je vous le ramène bientôt, au revoir. » Ils ont songé à appeler le chef de la police municipale, Parkins Gillespie, mais ils ont décidé d'attendre encore un peu. Ils avaient bien remarqué un changement dans le comportement de leur fils, mais comme sa mère le disait, Mark avait toujours été un petit garçon très secret. Au fond de leur cœur, ils sont hantés par l'idée que leur garçon risque de subir le même sort que les enfants Glick. Milt Crossan avale une soupe au lait dans l'arrière-boutique. Il a perdu tout appétit depuis la mort de sa femme, en 68. Delbert Marquis, le propriétaire du Dells, dévore méthodiquement ses 5 hamburgers qu'il s'est fait cuire sur son grill. Il les aime avec de la moutarde et des tranches d'oignons crus. Et il se plaindra toute la soirée de souffrir d'aigreur d'estomac. Rhoda Curless, la gouvernante du père Callahan, ne mange rien. Elle est inquiète pour le prêtre qui est dehors sur les routes, Dieu sait où. À la table d'Harriet Durham et de sa famille, c'est travers de porc au menu. Carl Smith, veuf depuis 1957, a quant à lui une pomme de terre à l'eau et une boîte de soda Moxie pour dîner. Les Bodine ont du jambon en boîte avec des choux de Bruxelles. « Urk !» lance Richie Bodine, le caïd détrôné. « Des choux de Bruxelles !»« Tu les bouffes ou je te botte le cul !» réplique le père qui les déteste tout autant. Pour Reggie Sawyer, c'est une côte de bœuf rôtie avec du maïs, des frites et pour dessert un pudding au chocolat. Ce sont ses plats préférés.
Bonnie, dont les hématomes commencent tout juste à disparaître, serre son mari en silence, la tête baissée. Reggie mange avec sérieux et application en vidant 3 boîtes de Budweiser. Bonnie mange debout. Elle a encore trop mal pour s'asseoir. Elle n'a pas grand appétit, mais elle mange quand même, de peur que Reggie le remarque et lui dise quelque chose. Après la raclée qu'elle a reçue l'autre soir, il a jeté toutes ses pilules contraceptives dans les toilettes et l'a prise de force. Il la viole ainsi tous les soirs. Vers 7h moins le quart, on a, dans presque toutes les maisons, terminé le repas, fumé la cigarette, le cigare ou la pipe d'après-dîner et desservi la table. La vaisselle a été lavée, rincée et posée sur l'égouttoir. On a empaqueté les enfants dans des pyjamas du docteur Denton et on les a expédiés à côté, devant la télé, pour qu'ils regardent les émissions de jeu jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller se coucher. Roy McDougall a laissé brûler ses côtelettes de veau. Il lance une bordée de jurons, jette la viande à la poubelle et la poêle avec. Après quoi, il enfile sa veste en jean et se rend chez Dell en laissant sa connasse de bonne femme endormie dans la chambre. Le gosse est mort. La femme se laisse aller complètement et le souper est cramé. Il n'y a plus qu'à se saouler la gueule et peut-être à se tirer de cette ville de merde. Dans un petit appartement en étage de Taggart Street, la rue qui part de Jointner Avenue pour finir en impasse derrière la mairie, les dieux ont décidé de faire à Joe Crane un cadeau à leur façon. Il s'est installé devant sa télé, après avoir avalé un bol de cornflakes, lorsqu'une vive douleur lui paralyse brusquement tout le bras gauche et la poitrine du même côté. « Qu'est-ce que c'est que ça? Le cœur ?» se dit-il. C'est bien ça. Il se lève, se dirige vers le téléphone, mais la douleur devient fulgurante et l'abat sur place comme un bœuf qu'on tue d'un coup de marteau entre les 2 yeux. Sa petite télécouleur continuera à babiller pendant 24 heures, jusqu'à ce qu'on le découvre ainsi. Sa mort, qui survient à 18h51, est la seule mort naturelle enregistrée à Salem le 6 octobre. Vers 7 heures, l'éventail de couleurs qui a animé le ciel l'instant d'avant se rétrécit jusqu'à n'être plus qu'une ligne orange, comme si à l'horizon on venait de couvrir le feu. À l'est, les étoiles sont déjà visibles. À cette époque de l'année, elles ont la pureté et la froideur du diamant, et ce n'est pas en elles que les amants pourront trouver le moindre réconfort. Le moment est venu pour les petits d'aller se coucher. Les parents les bordent dans leur lit ou dans leur berceau. Ils sourient quand leurs enfants les supplient de les laisser jouer encore un peu, de leur laisser la lumière allumée. Ils vont jusqu'à ouvrir les portes des placards pour leur montrer qu'il n'y a rien dedans. La nuit étend ses ailes ténébreuses. L'heure des vampires a sonné. 17. Matt somnolait lorsque Ben et Jimmy pénétrèrent dans sa chambre. Il se réveilla presque aussitôt et son premier réflexe fut de serrer très fort la croix qu'il tenait dans sa main droite. Son regard alla d'abord vers Jimmy, puis vers Ben, sur lequel il s'attarda longuement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Jimmy le lui raconta brièvement. Ben resta silencieux. « Et son corps ?» Callahan et moi nous l'avons mis face contre terre dans une caisse qui se trouvait dans la cave. C'est peut-être dans cette caisse-là que Barlow est arrivé à Salem. Nous l'avons jeté dans la Royal River il y a moins d'1 heure, après l'avoir rempli de pierres. Nous nous sommes servis de la voiture de Straker. Si quelqu'un a remarqué sa présence près du pont, il aura pensé que c'était lui. C'est bien vu. Et où est Callahan? Et l'enfant? Ils sont partis chez Mark. Il faut que ses parents sachent que Barlow les a menacés personnellement. Est-ce qu'ils vont y croire? S'ils n'y croient pas, Mark dira à son père de vous appeler. Matt fit un signe approbateur. Il avait l'air très las. Et vous, Ben, approchez-vous. Asseyez-vous sur mon lit. Ben obéit. Il était blanc comme un linge et avait un air hébété. Il s'assit et croisa les mains sur ses genoux. Ses yeux sombres et comme rétrécis faisaient penser à des trous de cigarette. « Je ne peux vous être d'aucun réconfort, » dit Matt. Il prit une main de Ben dans les siennes. Ben le laissa faire sans réagir. « Mais le temps se chargera de vous rendre la sérénité. Quant à elle, elle repose en paix maintenant. » « Il s'est joué de nous, » dit Ben d'une voix sourde. « Nous avons eu droit chacun aux railleries les plus atroces. Jimmy, donne la lettre à Matt. »
Jimmy tendit l'enveloppe à Matt. Celui-ci en tira l'épaisse feuille de papier à lettres et la lut avec la plus grande attention en la tenant à quelques centimètres de son nez et en remuant les lèvres. Quand il eut terminé, il la posa sur son lit et dit « Oui, c'est bien lui. Son orgueil est encore plus grand que je l'imaginais. C'est terrifiant. C'est par délectation sadique qu'il nous a laissé Suzanne, » reprit Ben d'une voix rauque. « Il y a un moment qu'il a décampé, lui. Vouloir le combattre, c'est vouloir combattre le vent. Nous ne sommes pour lui que des insectes dont il prend plaisir à observer la course affolée. » Jimmy ouvrait la bouche pour intervenir quand Matt l'arrêta du geste et prit lui-même la parole. « Ne dites pas ça, Ben. S'il avait pu prendre Suzanne avec lui, il l'aurait fait. Il n'abandonnerait certainement pas ses morts-vivants uniquement pour faire une mauvaise plaisanterie alors qu'il en a si peu. Réfléchissez un instant à tout ce que vous lui avez fait. Vous avez tué Straker, son serviteur fidèle. En excitant son appétit sanguinaire, vous l'avez forcé, il le reconnaît lui-même, à se livrer à une véritable boucherie sur son cadavre. Imaginez sa terreur qu'en sortant de son sommeil sans rêve, il a découvert qu'un jeune garçon, pas même armé, avait réussi à neutraliser quelqu'un d'aussi dangereux que Straker. Matt se redressa avec difficulté. Ben le regarda. C'était la première fois que son regard s'animait depuis que ses compagnons étaient sortis de la maison et l'avaient rejoint dans la cour. « Peut-être avez-vous réussi quelque chose d'encore plus considérable que la liquidation de Straker, » continua Matt d'une voix pensive, en le chassant de la maison qu'il s'était choisie. Jimmy a raconté que le père Callahan avait purifié la cave et scellé les portes avec des hosties. S'il revient, il mourra, et il le sait. « Mais il est parti, » déclara Ben. « Alors qu'est-ce que ça peut lui faire ?»« Il est parti, » reprit Matt en écho. « Et où dort-il aujourd'hui ? Dans le coffre d'une voiture ? Dans la cave d'une de ses victimes ? Ou encore dans le soubassement de la vieille église méthodiste des Marais qui a brûlé dans l'incendie de 1951 ? Croyez-vous qu'il puisse se sentir bien ? Qu'il puisse ne pas trembler dans son refuge de fortune ? » Ben ne répondit pas. « Demain, vous vous mettrez en chasse, » dit Matt, serrant les mains de Ben. « Vous vous efforcerez de débusquer non seulement Barlow, mais aussi toutes ses prises de la nuit. Et il y en aura beaucoup, car jamais ils ne sont rassasiés. Les nuits lui appartiennent, mais dans la journée vous le traquerez jusqu'à ce que vous réussissiez à le faire fuir ou à le capturer et à le traîner, hurlant, un pieu en travers du corps, à la lumière du jour. » Pendant que Matt parlait, Ben avait redressé la tête. Son visage s'était animé et avait pris une expression presque cruelle. Un petit sourire s'était dessiné sur ses lèvres. « Oui, c'est ça, » murmura-t-il. « Seulement ce n'est pas demain qu'il faut commencer, c'est ce soir, c'est tout de suite. » La main de Matt s'agrippa à son épaule avec une force surprenante. « Non, pas ce soir. Ce soir, nous allons rester tous ensemble, vous, moi, Jimmy, le père Callahan, Mark et ses parents. Il sait maintenant, il a peur. Seul un fou ou un saint se risquerait à l'approcher quand il est réveillé et qu'il baigne dans son élément naturel, la nuit. Or, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. » Il ferma les yeux et dit d'une voix lente, « Je crois que je commence à le connaître. J'essaie, depuis que je suis dans ce lit d'hôpital, de prévoir ses réactions en me mettant à sa place. Son expérience est séculaire et son esprit brillant. Mais il est aussi très imbu de lui-même, à l'excès, ainsi que le prouve sa lettre. Rien d'étonnant. Comme une perle grossie par couches successives, son ego a grandi jusqu'à devenir démesuré et dangereux pour lui-même. Il est gonflé d'orgueil. Et il y a, j'en suis sûr, une part de vantardise dans ce qu'il dit. Sa soif de vengeance est effrayante, mais c'est une chose dont on peut peut-être se servir. Il ouvrit les yeux, regarda Ben et Jimmy avec solennité et brandit sa croix. Cette croix va l'arrêter, lui, mais elle n'arrêtera peut-être pas ceux qu'il fait agir, comme il a fait agir Floyd Tibbets. Il est possible qu'il essaie de s'attaquer à quelques-uns d'entre nous cette nuit, ou à nous tous. Il regarda Jimmy. « Je crois que vous avez fait une erreur en envoyant Mark et le père Callahan chez les Petrie. On aurait pu les prévenir par téléphone d'ici. Maintenant, notre petite équipe est scindée en deux. Et je m'inquiète.
en particulier pour l'enfant. Jimmy, tu ferais bien de les appeler maintenant. J'y vais, répondit Jimmy en se levant. Matt regarda Ben. Êtes-vous prêt à rester avec nous? À combattre avec nous? Oui, fit Ben d'une voix déterminée. Oui. Jimmy sortit de la chambre, parcourut le couloir et entra dans le bureau des infirmières. Il trouva le numéro dépétri dans l'annuaire, le composa rapidement et, l'estomac chaviré, entendit au bout du fil non pas une sonnerie normale, mais un petit bruit continu de sirène. La ligne était hors service. « Il les a eus », prononça-t-il tout haut. L'infirmière chef leva les yeux en entendant sa voix et fut effrayée par l'expression de son visage.